Merci Max Brisson de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu des Pyrénées-Atlantiques, membre du groupe Les Républicains, vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. On va bien sûr longuement revenir sur les annonces de Gabriel Attal et sur l'audition de Jean-Michel Blanquer que vous avez entendue hier. Mais d'abord, un mot sur l'actualité et revenir sur ce qui s'est passé samedi soir et cette attaque au couteau. Et Elisabeth Borne hier, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui s'en est vivement prise au Rassemblement national. Quand la France est touchée, il y a ceux qui agissent avec responsabilité. Et puis, il y a vous et votre parti qui, une nouvelle fois, vous précipitez dans le seul but d'alimenter les polémiques. Elle a raison, la Première ministre ? Je ne suis pas sûr, parce qu'à force de ne pas dire ce que ressentaient les Français, on laisse le Rassemblement national, finalement, exprimer ce que ressentent profondément les Français. On ferait mieux de regarder les choses en face, de voir que notre pays est menacé par un islamisme radical extrêmement dangereux et par une ambiance qui règne dans le pays d'affrontement et qui favorise des gestes absolument insupportables comme ceux qui sont passés à Bir Hakeim, dans le quartier de la Tour Eiffel, samedi. Donc, moi, je veux bien qu'on utilise, Madame la Première ministre utilise aussi cette affaire dans son combat contre le Rassemblement national. À force de ne pas dire les choses telles qu'elles sont, cela finit par alimenter le Rassemblement national. Je pense que ceux qui sont au pouvoir actuellement sont largement ceux qui alimentent le développement du Rassemblement national en faisant semblant de le combattre. Dont Emmanuel Macron, qui dans sa réaction à cette attaque de Paris n'a pas employé le mot islamisme. Oui, Emmanuel Macron, de toute façon, a décidé que le Rassemblement national, c'est son meilleur alibi, son meilleur atout, pardon. C'est celui qui lui permet d'avoir été réélu, celui qui lui permet d'avoir gagné les élections en 2017 et d'avoir été réélu en 2022. Donc, oui, il y a un face-à-face que Macron cherche avec le Rassemblement national, mais ce face-à-face est mortifère pour le pays. Il faut en sortir pour l'avenir même de notre démocratie. Est-ce que quand même cette attaque, elle pose des questions, notamment sur le suivi psychiatrique. Elle pose aussi des questions sur le suivi des radicalisés qui sortent de prison, puisque l'assaillant avait fait de la prison pour préparation d'une attaque terroriste. Jordan Bardella du Rassemblement national a remis sur la table la question de la rétention de sûreté. Est-ce que pour vous, il faut la mettre en œuvre ? Elle pose en tous les cas la question de la manière dont notre État de droit est en capacité de combattre un projet politique qui a déclaré la guerre à la démocratie française, à la République française. Est-ce que nos outils sont suffisants aujourd'hui ? Je ne le pense pas. Est-ce que l'État de droit tel qu'il est aujourd'hui, et derrière lequel on se drape facilement, est le meilleur moyen de faire la guerre ? On ne fait pas obligatoirement la guerre avec un État de droit qui, très justement, protège beaucoup de libertés, mais ces libertés sont dévoyées par ceux qui, de toute façon, veulent les abattre. Donc il y a un moment où il faut se donner les moyens de faire la guerre. C'est une question très légitime qui n'est pas le monopole du Rassemblement national, mais à force de justement stigmatiser ceux qui disent ce que je viens de dire, on alimente le Rassemblement national et on ne règle pas la question qui est celle de l'angoisse des Français. Dans les rues de Paris, dans un quartier tout à fait tranquille, on peut être assassiné par un fou qui se réclame d'une idéologie qui veut tuer la République et la démocratie. On va parler des questions d'éducation, puisque vous êtes l'un des spécialistes de ces sujets ici au Sénat. Et d'abord, l'enquête PISA de l'OCDE qui a été révélée hier, enquête sur l'éducation, qui sonde les compétences des élèves de 15 ans. La France est 22e sur 38 pays en maths, 24e en compréhension de l'écrit. Les résultats sont les plus bas, parmi les plus bas jamais mesurés. Est-ce que ça illustre l'effondrement du niveau scolaire dans notre pays ? Une évaluation ne dit rien. C'est le summum, le cumul des évaluations qui dit que notre système est au bord de la bascule, au bord de l'effondrement. Les évaluations PISA, mais aussi bien d'autres évaluations, les évaluations Teams, pour parler le vocabulaire des techniciens, ou les évaluations du ministère de l'Éducation nationale, toutes disent que ça dégringole, que la capacité des élèves à maîtriser les compétences et les connaissances fondamentales ne cesse de reculer pour les plus en difficulté, mais aussi pour les meilleurs, ce que l'on dit rarement. Donc il y a une bascule qui est en train de s'opérer. Notre système scolaire est au bord de l'effondrement. Donc il faut des mesures aujourd'hui de rupture. Et excusez-moi, il y a des gens qui portent une responsabilité. Mais qui alors ? Toutes celles et tous ceux qui ont dit, par exemple, que tout élément de sanction, tout élément d'évaluation, de notation stigmatise les élèves. Vous savez, ce discours de la bienveillance poussé jusqu'à l'extrême, qui innerve le ministère de l'Éducation nationale. Il y a des gens qui ont affirmé haut et fort qu'il ne fallait pas de renouvellement
pas de sanctions, que tout ceci pouvait stigmatiser. C'est plutôt les politiques de gauche que vous pointez du doigt. Et puis aussi toute une hiérarchie du ministère de l'Éducation nationale, des recteurs, des directeurs de l'administration centrale. J'ai eu récemment sur les réseaux sociaux une altercation avec un ancien secrétaire général du ministère, ancien recteur, ancien directeur de cabinet d'un ministre de gauche, et qui continue à dire que c'était des idées réactionnaires. Mais excusez-moi, leurs idées à eux ont conduit à cet échec patent dont ils sont responsables. Ce ne sont pas les idées de droite qui sont aujourd'hui en cause, parce qu'il est à peu près assuré qu'elles n'innervent pas l'éducation nationale depuis de longues décennies. Et si on essayait ces idées, au lieu de les traiter de réactionnaires et de ringardes. Vous voyez, c'est un peu comme quand la Première ministre stigmatise une autre force politique. Nous sommes sur le champ de l'éducation constamment stigmatisés. Alors moi, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir à entendre le ministre de l'Éducation nationale finalement dire ce que nous disons depuis des années. C'est-à-dire qu'il fait la politique dans la droite. On va rappeler, il a employé les mots vérité, exigence, pas de tabou, relever le niveau. Est-ce que c'est la politique si dont la droite a rêvé? Je ne gagnerai jamais le prix de l'humour. Il dérive gentiment vers la droite. Et s'il continue, je lui proposerai une carte aux Républicains. Mais c'est pas parce qu'il dit des choses justes que je vais m'y opposer, parce que c'est Attal qui le dit. Oui, le redoublement est un outil, pas le seul, pas l'unique, mais il est un outil. Oui, le dernier mot au professeur, c'est quelque chose d'important, parce que passer la classe supérieure, quand vous étiez élève, quand j'étais élève, c'était un véritable challenge, c'était quelque chose qu'on se fixait comme objectif. Aujourd'hui, c'est automatique, les parents ont toujours raison. Eh bien non, excusez-moi, les professeurs sont des experts, ils connaissent leur métier, ils y ont été préparés, et c'est à eux de dire si le passage dans la classe supérieure est une bonne chose pour l'élève ou une mauvaise chose. Le ministre le dit, il a raison, et c'est pas parce que c'est un ministre de Macron qui le dit que je vais dire que c'est une bêtise, puisque nous disons depuis longtemps, le brevet des collèges, certification et nécessité de l'obtenir pour passer au lycée. C'est une bonne idée. Mais pourquoi donner du sens de l'exigence. Il a dit plus de correctifs académiques également. Il dit quand un prof met un 8 sur 20, derrière il était remonté pour en faire un 11 ou un 12, c'est fini. Quand un prof dit note 8 sur 20, c'est qu'il pense en conscience avec son expertise que cette prestation 8 sur 20. Toutes les corrections, c'est cette bienveillance, cette non-stigmatisation qui est l'alpha et l'oméga de la politique du ministère depuis 25 ans. Mais excusez-moi, cette politique sont des choix, et ces choix ont été portés par un courant, et pas qu'un courant politique, ce courant des sciences de l'éducation qui faisait qu'on ne pouvait pas considérer les élèves tels qu'ils sont, mais tels que finalement, dans l'idéal, ils auraient dû être. Excusez-moi, il est temps de revenir aux réalités, aux vérités, et de considérer que tous les élèves en 6e, en CM2 ou en 4e ne sont pas au même niveau, et que donc il est nécessaire, vous savez, l'honneur du métier de professeur, c'est d'enseigner aux élèves en difficulté, c'est d'enseigner aux élèves qui sont dans l'excellence. Ce qui est impossible à faire, contrairement à ce que pensent les pédagogues de salon, c'est d'enseigner à la fois en même temps aux élèves en très grande difficulté et aux élèves dans l'excellence. Ceux qui n'ont plus vu une classe depuis des années théorisent là-dessus. Les professeurs qui sont sur le terrain vous disent c'est impossible. Alors donc il est temps d'en finir avec la pédagogie de salon. Il remet en place les groupes de niveau avec plus de moyens pour les groupes d'élèves en difficulté. Il dit qu'il y aura des recrutements de postes parce qu'il ne veut pas que dans ces groupes il y ait plus d'une quinzaine d'élèves. Là aussi, vous saluez? Mais il met fin au collège unique sans le dire. Alors, il serait urgent... il a dit, il a dit après des années de glissement vers un collège uniforme plutôt qu'unique, j'assume de dire qu'il faut revoir de fond en comble. Je remercie d'ailleurs de nous avoir emprunté le concept de collège uniforme qui a été utilisé pendant l'élection présidentielle par Valérie Pécresse, dont j'avais participé à l'élaboration du projet sur l'éducation. En effet, le collège unique est une idée de droite qui était une belle idée, qui était l'idée que finalement tous les enfants de France auraient un socle de connaissances et de compétences identique jusqu'à la 3e. Mais on est à dériver du collège unique en collège uniforme, en mettant tous les élèves dans des classes hétérogènes, dont le retour des groupes de niveau, c'est une excellente chose. Il y a un problème. C'est par exemple aussi, est-ce que tous les enfants aujourd'hui accèdent au collège sans que l'on vérifie leurs connaissances et leurs compétences issues de l'école primaire? Le ministre parle beaucoup des savoirs fondamentaux. Il dit que le brevet des collèges sera nécessaire pour passer au lycée. Quel brevet ? Est-ce que ce brevet sera renforcé? Mais il n'a nullement parlé de la nécessité d'évaluer les savoirs fondamentaux, laisser partir des enfants en collège lorsqu'ils ne maîtrisent pas les savoirs de l'école primaire, c'est les envoyer au casse-pipe. Et là-dessus, le ministre a été très silencieux.
Donc là, il y a encore des manquements. Il y a beaucoup de progrès encore à faire, mais enfin, l'élève Attal est incontestablement en progrès. Pour vous, il sera le ministre qui remonte le niveau de l'école? Non, on verra bien à l'usage. Et vous savez, l'éducation nationale, c'est le temps long. Mais c'est un peu ce qu'il a dit hier. Il a dit qu'il faut au moins 10 ans. Il faut 10 ans pour remonter le niveau. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des générations sacrifiées? L'heure de vérité pour le ministre, ça sera sa capacité à énerver sa volonté dans l'immense système extrêmement vertical qu'est l'éducation nationale. Voilà pourquoi moi je prône quelque chose de très différent. Je prône l'autonomie, la liberté, c'est-à-dire je prône la réforme par l'établissement. Il continue dans la logique de ses prédécesseurs, la réforme par le haut, il a une volonté. Ce que je crains très fortement, c'est que cette volonté s'épuise dans ce qui est la verticalité du système. La meilleure idée, lorsqu'elle arrive dans les établissements, elle a été broyée par la mécanique de l'éducation nationale. Et en général, la meilleure idée a été rabougrie et surtout passée au crible de ce que pense cette verticalité qui est plutôt en opposition avec les idées du ministre. Donc, croyez-moi, elle sera en capacité de réduire les appétences de Gabriel Attal, mais nous l'encouragerons à continuer dans cette voie. On va continuer à parler des questions éducation. Vous avez auditionné hier l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dans le cadre des travaux du Sénat sur les menaces et agressions dont les enseignants sont victimes. On va voir ce qui s'est dit pendant cette audition avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Monsieur le Sénateur. Bonjour. Et Steve, hier, Jean-Michel Blanquer a été donc auditionné par les sénateurs. Oui, suite des travaux de la commission d'enquête mise en place au mois de juin, l'objectif, c'est de comprendre les mécanismes et les défaillances qui ont conduit à l'assassinat de Samuel Paty. La sœur de Samuel, Michael, a été entendue au mois d'octobre. Hier, c'était donc au tour de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation au moment des faits, d'être auditionné. Question, Samuel Paty a-t-il été lâché par l'Éducation nationale? C'est une accusation qui revient régulièrement depuis son meurtre. Écoutez la réponse de Jean-Michel Blanquer. Vous pourriez interroger, par exemple, elle le sera dans le cadre judiciaire, mais la principale du collège de Bois d'Aulne, et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle a abandonné Samuel Paty, et elle était l'institution, elle était l'élément le plus proche de l'institution à ce moment-là. L'expression éducation nationale ayant lâché Samuel Paty me paraît une question, un sujet qui doit être regardé de très près quand on regarde chacune des étapes. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails. Prudence donc chez Jean-Michel Blanquer. On rappelle que le premier volet judiciaire de l'attentat de Samuel Paty a débuté la semaine dernière et que par principe, une commission d'enquête parlementaire ne peut pas se substituer aux travaux de la justice. Un rapport de l'inspection générale était au cœur de l'audition. Oui, Samuel Paty est assassiné le 16 octobre 2020. 2 mois plus tard, un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale est publié. Il revient sur les jours qui ont précédé l'assassinat, notamment au sein de son établissement. Rapport d'une vingtaine de pages qui avait à l'époque suscité beaucoup d'émotions. Il y a quelques semaines, Michael Paty, donc la sœur de Samuel, a estimé devant vous, devant les sénateurs, que l'enquête qui a débouché sur ce rapport a été mal conduite. Jean-Michel Blanquer a répondu à cette accusation. Écoutez. On peut évidemment pointer des incomplétudes puisqu'il y a à la fois les avantages et les inconvénients d'avoir été rapide. Souvent, on reproche au rapport d'arriver longtemps après. Cette fois-ci, celui-ci a été réactif et a permis de recueillir à chaud des témoignages. Monsieur le sénateur, on entend Jean-Michel Blanquer, beaucoup de prudence. Il ne s'est pas un peu défaussé, Jean-Michel Blanquer? Moi, je suis un petit peu gêné parce que le cadre dans lequel cette commission d'enquête, cette mission de contrôle se déroule, est marqué par l'enquête judiciaire en cours. Et donc le président François-Noël Buffet, le président de la commission des lois, à juste titre a rappelé au ministre plusieurs fois qu'il devait être prudent dans ses réponses par rapport à des questions de collègues qui pointaient le drame de l'assassinat de Samuel Paty et les conséquences dans lesquelles ce drame s'est déroulé et peut-être l'absence de protection par la hiérarchie de l'éducation nationale au moment où les alertes étaient évidentes. Voilà, je ne suis pas considéré comme quelqu'un de très enclin à soutenir Jean-Michel Blanquer au cours des années où il était ministre, mais je reconnais que là, sa parole était limitée, parce que sinon, il pouvait avoir des ennuis avec la justice pour avoir dit des choses devant la commission d'enquête, alors qu'il doit les réserver à l'enquête judiciaire. Il paraît évident que la protection de l'enseignant, la protection de Samuel Paty, le soutien de Samuel Paty n'a peut-être pas été à la hauteur du drame, mais voyez, on réécrit
ce qui s'est passé avant le meurtre à l'aune de cet assassinat. Et il est évident que ça donne une dimension supplémentaire au soutien affaibli, au soutien peut-être insuffisant qu'avait reçu le professeur Samuel Paty. Je comprends la colère de la famille, je comprends la colère de la sœur de Samuel Paty, mais on ne peut pas faire le procès ce matin à Jean-Michel Blanquer de ne pas avoir dit devant la commission d'enquête ce qu'il doit dire devant la justice. Attendons que la justice passe. Et notre travail à nous, il est un petit peu différent. Notre travail à nous, c'est de voir si des mesures ont été prises depuis pour que ça ne se reproduise pas. Et excusez-moi, les mesures à prendre, c'est dans deux champs. Est-ce que le pas de vague, vous savez, cette omerta, cette loi de silence qui règne à l'éducation nationale, qui fait qu'on règle les problèmes en interne, qu'il ne faut surtout pas qu'ils sortent sur la place publique, de manière à ce que l'institution ne soit pas salie. Ça, c'est terminé. Est-ce que ce pas de vague... Non, c'est une question qu'il faut que l'on creuse. Est-ce que vraiment tout le système, toute la verticalité du système est bien maintenant dans l'idée que tout doit être dévoilé et que le soutien doit être total, que tout professeur qui est menacé dans l'enseignement de certaines parties du programme ou dans l'enseignement des principes de laïcité doit être immédiatement soutenu, protégé. Vous en doutez encore? Parce que là, Gabriel Attal, pour revenir à lui, dit qu'il veut mettre fin au pas de vaguisme. Oui, mais Gabriel Attal dit la même chose que Jean-Michel Blanquer. Il y a que peut-être Papendiaï qui était une parenthèse dans cette volonté gouvernementale. Est-ce que cela descend dans tous les établissements? Est-ce que finalement, comme je le demandais au ministre, le professeur qui évite le clash n'est pas beaucoup plus apprécié parce qu'il évite des parties du programme, parce qu'il n'enseigne plus la Shoah, parce qu'il ne porte plus l'enseignement du principe de laïcité dans sa spécificité française. Est-ce que celui qui finalement passe à côté n'est pas finalement préféré à celui qui porte le projet de la laïcité à la française et qui enseigne la totalité du programme, y compris ce qui déplaît aux islamistes et à ceux qui sont les adversaires de la République. C'est cela aujourd'hui la vraie question. Est-ce que tout est fait pour que les programmes tels qu'ils sont soient enseignés et pour que le principe de laïcité soit parfaitement porté à l'école publique? Ça, c'est le pas de vague. Mais aussi, est-ce que les enseignants sont assez armés, formés au principe de laïcité? Moi, j'ai un immense doute. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'université qui forme les professeurs, en particulier du premier degré. Et ce que je sais, ce que je ressens, c'est que l'université est traversée par des courants qui aujourd'hui remettent en cause la dimension exceptionnelle du principe de laïcité en France, laïcité relative, laïcité contestée. Moi, je ne conteste pas l'idée que les querelles du monde traversent l'université. En revanche, ce que je conteste, c'est qu'elle traverse l'école. L'école a toujours porté le projet de la République qui était fondé sur le principe de la laïcité. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les professeurs soient armés pour le défendre. En parlant d'armes, il était aussi question de la sécurité de ces professeurs dans les établissements. Question simple, il faut un policier dans chaque établissement en France aujourd'hui ? Dans la plupart des établissements, ce n'est pas nécessaire, heureusement. Excusez-moi, dans les écoles rurales, primaires de mon département, qui compte 2-3 classes en pleine ruralité, ça serait un non-sens. Qu'il y ait des endroits où la présence policière sécurise les élèves, les parents et les professeurs, c'est certain, c'est d'ailleurs extrêmement triste, mais... Il faut le systématiser. Le systématiser n'aurait aucun sens. Le développer là où partout c'est nécessaire aurait du sens. En revanche, moi, je redis qu'il faut armer aussi intellectuellement, et puis surtout ne pas tergiverser. Quand on conteste les institutions de la République, quand on conteste le principe de laïcité, et qu'on introduit ça dans l'enseignement des professeurs, on n'en fait pas des porteurs d'un principe. Or là, contrairement à ce que dit le ministre hier, la laïcité dans notre pays n'est pas une valeur. Une valeur, ça peut se discuter. C'est un principe constitutionnel. Dans le vivre ensemble dans une démocratie, et dans un état de droit, un principe constitutionnel, ça ne se conteste pas, ça s'applique. Justement, et donc aujourd'hui, les professeurs ne sont pas armés sur cette idée très forte. La laïcité ne se débat pas, elle s'applique. Jean-Michel Blanquer, en parlant de laïcité, rappelait sa position évidemment, il demande une homogénéité idéologique dans l'éducation nationale et au niveau politique. Vous avez évoqué tout à l'heure la parenthèse Papendiaï. Est-ce qu'il y a une ligne claire au sein de l'exécutif aujourd'hui en matière de laïcité ? Je pense que Papendiaï a été pour le coup une parenthèse. Il s'agissait de calmer les salles des professeurs, non pas sur ce sujet-là, mais sur beaucoup d'autres sujets
durant lequel le ministère Blanquer avait provoqué beaucoup d'allergies. Donc face aux allergies Blanquer, il fallait une sorte de cataplasme qui s'est appelé Pap Ndiaye. C'est fini, la parenthèse est terminée, il y a continuité entre les propos de Gabriel Attal et ceux de Jean-Michel Blanquer. En revanche, je ne suis pas sûr que les mesures de fond soient prises. Moi, je prône de manière urgente que l'éducation nationale reprenne la main sur la formation des professeurs. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on ne peut pas les laisser à l'université parce que les querelles universitaires ne servent pas la formation des professeurs du premier degré, peut-être même du second degré. Merci Steve, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on parlera de Bruno Le Maire tout à l'heure. Ce sera à suivre dans le club. On termine par l'actualité dans votre région. Max Brisson, on va retrouver Jefferson des Sports. Bonjour Jefferson, merci beaucoup d'être avec nous, grand reporter pour le journal Sud-Ouest. Jefferson, on va revenir avec vous sur la question du logement dans certaines zones touristiques. Oui, bonjour Max Brisson. On va parler d'immobilier parce que fin novembre, le Sénat a adopté un de vos amendements visant à réduire l'avantage fiscal des meublés de tourisme. L'idée est de faire revenir certains de ces biens dans le parc des locations de longue durée. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale examine une proposition de loi sur le sujet pour remédier à ces déséquilibres du marché locatif dans les zones tendues, les zones touristiques. Et c'est ce qu'on connaît très bien dans notre région, dans le Sud-Ouest et dans votre département des Pyrénées-Atlantiques. Max Brisson, est-ce que ce texte a une chance de passer? Parce qu'au Sénat, on a vu le ministre du Budget, Thomas Cazenave, être plutôt réticent à vos amendements. Il a émis un avis défavorable du gouvernement. Il estime qu'on ne peut pas toucher à la fiscalité. Par ce biais-là des amendements, ce serait trop hasardeux. Je continuerai le combat jusqu'à la victoire. Je sais que ça sera un combat de longue haleine, mais moi je ne peux plus supporter qu'il soit beaucoup plus intéressant dans certains territoires de notre pays, de faire de la location saisonnière plutôt que de la location à l'année. Je pense qu'il faut au moins rétablir l'équilibre. Donc je continuerai ce combat. Oui, c'est vrai, moi je constate que le gouvernement hésite depuis 2 ans, 3 ans. On nous renvoie de mission parlementaire au Conseil national de refondation, de Conseil national de refondation en mission parlementaire. Je verrai le sort qui sera réservé à la proposition de loi portée par Nagui Lemeur et par un député de mon département, Iñaki Echaniz. Je verrai bien, en effet, si le gouvernement la marque une volonté. Pendant le débat au Sénat, en effet, on a vu un gouvernement peureux. Voilà, moi, je ne sais pas pourquoi. Il s'agit bien sûr de protéger les petits épargnants qui ont acheté un appartement, qui ont un complément de retraite en location. Il s'agit de frapper la spéculation. Il s'agit de frapper ceux qui, dans ma ville à Biarritz, achètent 3, 4, 5, 6 appartements pour faire de l'hôtellerie, sans les normes de l'hôtellerie, sans les contraintes de l'hôtellerie, sans la fiscalité de l'hôtellerie. Il s'agit aussi de remettre sur le marché des locations à l'année, puisqu'on a une véritable évaporation des locations à l'année au profit des locations saisonnières, et cela déstabilise l'habitat. Donc ce combat, je continuerai à le mener. Je ne sens pas en effet aujourd'hui, et je m'interroge, je ne sens pas une volonté très très forte du gouvernement. Y aurait-il une sorte de lobby Airbnb qui monte très haut jusqu'au sommet de l'État? C'est vraiment une vraie question, parce que ça fait 3 ans qu'on fait des ronds dans l'eau sur le sujet. Max Brisson, une dernière question. Est-ce que c'est aux propriétaires de faire cet acte de solidarité pour régler ce problème de la crise du logement qui est particulièrement aigu dans les zones touristiques et notamment dans notre région? Pour le propriétaire, il est plus avantageux de louer à l'année, ce qui nécessite aussi de resécuriser la location à l'année, de redonner des droits aux propriétaires. Si c'est plus intéressant fiscalement et en termes de pratique de faire de la location à l'année, eh bien les propriétaires choisiront ce qui est le plus avantageux. Aujourd'hui, il faut être un saint laïque dans certains territoires pour faire de la location à l'année. Plus d'embêtements, moins de ressources et plus de fiscalité. Alors au moins sur ces 3 sujets, dans le cas d'une loi de finances, on peut faire tomber la niche fiscale. Un abattement de 71% dans le droit actuel. Alors certes, le gouvernement l'a réduit, mais le gouvernement n'a pas supprimé, dans le projet de loi qui a été débattu au Sénat et qui venait par le 49.3 de l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a pas supprimé l'effet d'aubaine. Pour l'instant, moi, ce que je veux combattre, c'est cet effet d'aubaine qui rend plus avantageux de louer en meublé touristique que de louer à l'année. Je veux au moins que l'on soit à chance égale, et puis après les propriétaires feront leur propre choix par rapport à leur stratégie personnelle. Merci Jefferson. On regarde la une de Sud-Ouest, c'est Gabriel Attal. Attal veut tout changer, c'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Jefferson, merci Max Brisson. Merci à vous. D'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure dans